Les deux sœurs se blottirent dans un coin sombre d'un garage, se serrant l'une contre l'autre pour se réconforter. L'aînée murmura, « Tu peux la prendre à ma place. » L'homme solitaire marqua une pause, désorienté par sa supplication, ignorant que son prochain choix allait changer leur vie à jamais. Ravière avait l'habitude d'être le dernier à quitter le bureau. Mais ce soir-là, seul dans la salle de réunion d'un appartement de grand standing, le silence lui parut plus pesant que jamais. Tous les chromes, tous les verres et toute l'ambition du monde ne pouvaient combler le vide laissé par un divorce prononcé quelques mois auparavant. La ville de Séville, en contrebas, luisait froide et indifférente, stérile, clinique, à l'image de la vie qu'il s'était construite. Il n'y a pas si longtemps, son travail dans les technologies médicales lui avait semblé utile. Maintenant, tout n'était plus que bruit, parasite et la douleur lancinante de ne se sentir à sa place nulle part, même pas dans sa peau. Il fixa un long moment le tableau blanc couvert des échéances du lendemain, puis le curseur clignotant sur un email à moitié tapé à une partenaire qu'il appréciait à peine. Ses yeux brûlaient d'épuisement. Il aurait dû rentrer chez lui des heures plus tôt. Personne ne l'attendait, mais malgré cela, il redoutait le silence. Finalement, il ramassa son manteau, éteignit les lumières et laissa la lourde porte se refermer derrière lui. Le hall s'était vidé depuis longtemps. En contrebas, dans un garage souterrain, des néons clignotaient, d'un bleu intense, sur le ciment humide, transformant chaque ombre en un objet fragile et exposé. Ses chaussures en cuir sur mesure résonnaient dans l'espace caverneux. Chaque pas lui rappelait brutalement que, malgré ses millions, il marchait seul. Ravière tourna au coin de la rue vers sa voiture, engourdie, ressassant déjà les rituels vides de la nuit, un dîner préparé, le silence de l'appartement, s'endormir au son des nouvelles économiques. Mais il cessa de froncer les sourcils. L'air transportait un son qui n'aurait pas dû être là. Non pas le cliquetis des clés de sécurité ni le bavardage oisif de l'équipe de nettoyage, mais un léger gémissement tremblotant. Il tendit l'oreille plus attentivement. Peut-être n'était-ce rien. Peut-être seulement le vent où son esprit fatigué lui jouait des tours. Mais le bruit revint. Le sanglot étouffé d'un enfant qui s'efforçait de ne pas pleurer. Une vague de malaise le submergea. Il scruta les rangées de voitures garées, son souffle s'exhalant dans le froid, puis remarqua quelque chose d'anormal près d'un pilier de béton, un léger mouvement à peine perceptible dans le scintillement des plafonniers. Il s'approcha prudemment, son pouce accélérant, ses sens s'éveillant comme il ne l'avait pas ressenti depuis des années. Là, blottie dans l'ombre, se trouvaient deux fillettes. L'une, âgée de 7 ans peut-être, était assise bien droite, le dos contre le mur, les bras serrés autour d'une silhouette plus petite et tremblante. Pas plus de 4. Leurs vêtements étaient légers, leurs chaussures totalement inadaptées au temps. Des mèches blondes collaient à ses joues tachées de larmes. Le visage de l'aîné était strié de poussière et d'inquiétude. Ses yeux bleus exprimaient une peur adulte qu'aucun enfant ne devrait connaître. Ravière s'agenouilla à bonne distance, le cœur battant pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer. « Salut », dit-il doucement, d'une voix plus douce que jamais dans une salle de réunion. « Tu es blessé ? Tu as besoin d'aide. » L'aîné tressaillit, attirant instinctivement sa sœur contre elle, mais ses yeux ne le quittèrent pas. Elle le toisa, méfiante et d'un courage déchirant. La cadette se cacha le visage, serrant contre elle un lapin en peluche délavé. Ravière essaya de nouveau, à voix basse. « Ça va. Je ne vais pas te faire de mal. Je m'appelle Ravière. Je travaille ici. Sais-tu où sont tes parents ? » Les filles ne dirent rien. Il remarqua leurs chaussettes trempées, l'une déchirée au bout, et les mains de l'aînée tremblaient légèrement comme si elle avait eu froid pendant des heures. Pourtant, elle ne pleura pas. Il chercha les mots justes, mais ce fut elle qui parla la première, sa voix si basse qu'elle était à peine audible dans le garage résonnant. « Tu peux la prendre à ma place. » Les mots le frappèrent avec force. Un coup de poing dans la poitrine, un frisson lui parcourant l'échine. En plus de 40 ans, Ravière avait essuyé trahison au sein du conseil d'administration, procès et pertes. Mais rien, ne l'avait autant brisé que le son de cette minuscule supplication désespérée. Il oublia de respirer un instant.
Il déglutit. Que veux-tu dire? Le menton de la fillette trembla. S'il te plaît, prends Sophia. Elle est sage. Elle n'a jamais d'ennui. Il resserra son étreinte sur la petite fille. Je reviendrai. Mais ne le laisse pas la retrouver. Ravière était pris de panique. Son instinct lui soufflait d'appeler la sécurité, la police, d'effacer cette douleur de leur monde soigneusement ordonné. Mais il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas les quitter. Soudain, il se souvint d'un moment de son enfance, sa mère assise au bord de son lit, murmurant que parfois le monde est injuste, mais que la gentillesse est ce qui compte le plus quand on s'y attend le moins. Il laissa échapper un souffle tremblant, se forçant à se calmer. « Personne ne bouge ce soir, dit-il doucement. Ni toi. Ni Sophia. Vous venez toutes les deux avec moi. » L'aîné cligna des yeux, l'incrédulité et l'épuisement se liant dans ses yeux. « Tu n'es pas obligé. » Il secoua la tête. « Si, je dois. » Lentement, pour ne pas les effrayer, il retira son manteau et l'enroula autour de leurs petites épaules. La petite fille, Sophia, leva les yeux, les lèvres pincées, et pour la première fois, Ravière vit l'espoir brut et simple dans ses yeux. « Viens, » murmura-t-il en prenant Sophia dans ses bras et en tendant la main à Lucia. Elle hésita, puis finit par se laisser aider par lui. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Ravière jeta un coup d'œil à l'aîné. « Merci de m'avoir dit que ta sœur s'appelait Sophia. Comment t'appelles-tu » Elle resta silencieuse un instant, le regard méfiant. Puis, dans un murmure, elle dit « Lucia ». Ravière hocha doucement la tête. « Lucia. Bon, on t'emmène au chaud. » Ils prirent l'ascenseur en silence. La tête de Sophia reposait sur son épaule, déjà à moitié endormie. Lorsqu'ils atteignirent leur pentouse, le vaste et silencieux appartement ressemblait davantage à un mausolée qu'à une maison. Plan de travail en marbre, meubles design, œuvre d'art inestimable. Plus rien n'avait d'importance. Les filles semblaient petites et perdues sur le canapé moelleux, éclipsées par le luxe. Ravière essaya de leur proposer des encas, des jus de fruits, tout ce qui pouvait leur sembler familier. Sophia grignota un biscuit mais ne dit rien. Lucia ne bougea pas, fixant simplement les lumières de Séville, le visage crispé par l'effort pour ne pas pleurer. Elle prépara couverture et oreiller, allumant le chauffage à fond. Lorsqu'il proposa d'appeler quelqu'un, Lucia secoua la tête avec tant de véhémence qu'elle ne demanda plus rien. Au lieu de cela, elle s'assit près d'elle, gardant ses distances sans jamais quitter la pièce. Plus tard, alors que l'appartement retombait dans le silence, Ravière regarda les filles se blottir l'une contre l'autre. Sophia s'endormit enfin, le bras protecteur de Lucia tendu sur elle. Les lumières de Séville projetaient des motifs changeants au plafond, leurs reflets se reflétant sur le visage de Ravière, assis à la fenêtre, insomniaque. Il contemplait la ville, aux prises avec des questions enfouies depuis des années. Était-ce la nuit où tout avait basculé? Était-ce la raison pour laquelle il avait été agité et vide si longtemps? Non pas par manque de succès, mais parce qu'il lui manquait quelque chose d'humain, de réel. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pourrait jamais s'éloigner de ses filles. Maintenant, l'ancienne vie, les rituels vides, les triomphes solitaires lui semblaient aussi lointains qu'une autre planète. Alors que l'aube pointait à l'horizon, Ravière restait éveillé, observant la respiration fragile de Sophia, la présence constante de Lucia à ses côtés. La nuit la plus froide de sa vie était enfin terminée. Et pour la première fois depuis des années, il se demandait s'il était possible, même maintenant, de prendre un nouveau départ. Ravière se réveilla à l'aube, la nuque raide, après s'être endormi dans le fauteuil près de la fenêtre. Il cligna des yeux à travers la brume d'une nuit agitée, son regard se posant sur les silhouettes blotties sous les couvertures du salon. L'espace d'un instant, le monde sembla suspendu. Deux petites filles endormies dans leur grenier, leur respiration troublant à peine le silence. Tout semblait impossible. Et pourtant, tandis que le soleil filtrait sur le sol ciré, Ravière savait que le plus dur n'était pas ce qui s'était déjà produit, mais ce qui allait suivre. Son téléphone vibrait déjà.
6 appels manqués, une série de courriels urgents, un SMS de son responsable juridique. Appelle-moi au plus vite. C'est un cauchemar de responsabilité. Ne t'en mêle pas. On parlait de risques pour la réputation, d'engagement juridique, de déclaration obligatoire. Ravière lut les messages et laissa tomber le téléphone, face contre terre, sur la table. Il se souvint du regard de Lucia, provocateur, désespéré, d'une vieillesse inouïe. Aucune salle de réunion au monde ne pouvait égaler une telle gravité. Elle prépara du café en mode automatique, puis hésita dans le réfrigérateur, réalisant qu'elle n'avait rien de vraiment adapté aux enfants. Finalement, elle trouva une boîte de céréales et du jus. Elle mit la table maladroitement, essayant de se souvenir de ce que sa nièce aimait manger, mais tout semblait maladroit et exposé. Quand les filles se réveillèrent, Lucia guida Sofia jusqu'à la table, la tenant fermement par la main. Sofia observa Ravière avec de grands yeux timides, agrippés au bord de sa couverture empruntée. Ravière versa des céréales, en renversant plus qu'il ne le voulait. « Désolé, je ne suis pas très doué », murmura-t-il en esquissant un sourire forcé. Lucia l'observa, le visage caché, mais accepta le bol. Sofia, après une longue pause, prit une bouchée hésitante. Le silence entre les bouchées était lourd d'incertitude. Pour détendre l'atmosphère, Ravière alluma la télévision, cherchant des dessins animés. La télécommande lui glissa des mains, les piles roulant sur le marbre. Sofia paniqua et gémit, les larmes aux yeux. Ravière se figea, réalisant la fragilité de l'instant. « Ça va ?» dit-il doucement en s'agenouillant pour ramasser les piles. Personne n'est fâché. On apprend tous. Quelques minutes plus tard, alors qu'il apportait une tartine à Sofia, elle tendit la main et, sans un mot, enroula ses petits doigts autour des siens. Ce ne fut qu'une seconde, un simple contact. Mais pour Ravière, ce fut comme le soleil perçant les nuages d'orage. Pour la première fois, il réalisa le réconfort qu'un si petit geste pouvait apporter. Plus tard, tandis que Lucia dessinait à la table de la salle à manger, Ravière essayait de reconstituer ce qui s'était passé. Il parla doucement, ne voulant pas l'effrayer. « Lucia, ta mère est là. Tu sais où elle est ?» Le crayon de Lucia s'arrêta. Elle regarda Sofia, puis Ravière. « Elle n'est pas là. Elle s'est fait mal. Je ne sais pas où elle est maintenant. » Le cœur de Ravière se serra. « Et ton père ?» Lucia secoua la tête. « On n'en a pas. Juste maman. Mais Sergio est venu. Il était en colère. Il a crié sur maman. Il a dit que si elle ne payait pas, il prendrait Sofia. » La lèvre inférieure de Sofia trembla. Et Lucia la serra immédiatement contre elle. « Ce n'est rien, Sofia, » murmura-t-elle. « Je ne le laisserai pas faire. » Ravière sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules, plus lourd que n'importe quel fardeau professionnel. Il ne savait rien de l'éducation des enfants, mais il connaissait les monstres qui prenaient ce qui ne leur appartenait pas. Il avait passé sa vie à se battre pour le contrôle, mais cette fois, c'était une bataille sans règles. Et elle était terrifiée à l'idée de décevoir ses filles. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Carmen, sa directrice des opérations et amie de toujours. « Ravière, tu es là ? Tu ne peux pas rester avec elle. C'est un procès qui attend d'être intenté. Appelle au moins les services sociaux. » Elle imagina le visage pâle de Lucia, la façon dont elle tressaillait au bruit soudain. « Je vais arranger ça, » dit-elle en raccrochant avant de pouvoir répliquer. Elle fit une liste. Des vêtements chauds, des brosses à dents, des chaussures, peut-être une peluche. Pendant sa pause déjeuner, elle s'éclipsa et arpenta les allées d'un grand magasin. Se sentant comme une étrangère parmi parents et enfants, elle acheta tout ce qui lui passait par la tête. Des chaussettes à imprimer de chat, des moufles roses, du jus de fruits, des macaronis au fromage, du bain moussant, un arc-en-ciel de feutre. Tout cela semblait insuffisant, mais c'était déjà quelque chose. De retour à la maison, les filles regardaient des dessins animés. Sofia dormait à moitié,
le pouce dans la bouche. Lucia était recroquevillée sur le canapé, les yeux rivés sur Séville, mais l'esprit loin. Javier lui offrit les nouveaux feutres et un carnet. Pour dessiner, écrire, ou ce que tu veux. Lucia le regarda, la méfiance mêlée de gratitude. Merci, dit-elle d'une voix presque trop basse pour être entendue. Cet après-midi-là, Javier prépara des macaronis à la tomate et au fromage. Il faillit brûler la sauce et Sofia renversa son lait, mais personne ne pleura. Ils nettoyèrent ensemble. Et pendant un instant, Javier se surprit à sourire devant le ridicule de la situation. Un PDG millionnaire agenouillé par terre, nettoyant des éclaboussures, essayant de gagner la confiance de deux enfants effrayés. À la tombée de la nuit, Lucia s'agita, arpentant le salon. Javier s'assit à côté, la laissant parler quand elle serait prête. « Tu vas nous renvoyer ?» demanda-t-elle finalement. Il secoua la tête. « Non, sauf si tu veux partir. » Elle sembla réfléchir, puis se glissa sous la couverture avec Sofia et murmura quelque chose que Javier ne put entendre. Un instant plus tard, Sofia dormait, accrochée au bras de sa sœur. Javier les observait, percevant le combat familier entre la logique et le sentiment, l'instinct de survie et l'empathie. Son ancienne vie lui semblait lointaine, ses projets s'évanouissaient. Il repensa à toutes les fois où il avait déçu les gens. Son ex-femme, son père, et même lui-même. Il avait toujours fui le chaos. Mais pas cette fois. Tandis que Lucia s'endormait, sa petite main agrippa son t-shirt, comme pour s'ancrer à quelque chose de solide. Javier resta allongé là longtemps après que Séville se fût assombrie, faisant une promesse silencieuse qu'il ne parvenait pas à formuler. « Je ne te laisserai pas tomber », murmura-t-il. Et pour la première fois, il y crut. Le matin, dans le grenier de Javier, s'était levé, la lumière grise de l'hiver pressant contre la vitre, et un silence à la fois empreint d'attente et de fragilité. Les événements des 2 derniers jours se brouillaient dans l'esprit de Javier, un kaléidoscope de nuit à moitié endormi, de petits déjeuners maladroits et de l'agonie silencieuse de voir 2 enfants réapprendre à respirer. Il avait à peine dormi, se réveillant au moindre bruit, son esprit fonctionnant sans relâche. Pour la première fois depuis des années, son emploi du temps n'était plus dicté par le tic-tac incessant des conférences téléphoniques, mais par les rythmes fragiles de Sofia et Lucia, leur réveil, leur repas, leur moment de complicité silencieuse, cherchant du réconfort l'une auprès de l'autre. Il trouva Lucia près de la fenêtre, les genoux repliés contre sa poitrine, le regard tourné vers Séville comme si elle cherchait le chemin du retour. « Tu as dormi ?» demanda-t-il doucement, sans attendre de réponse. Lucia haussa les épaules. Sofia a fait un cauchemar. Je l'ai protégée. Javier hocha la tête, ravalant l'envie de lui dire quelque chose de réconfortant. Au lieu de cela, il consulta son téléphone. Une nouvelle avalanche de messages de son équipe juridique et des RH exigeant une intervention, menaçant de faire appel aux autorités s'il ne le faisait pas. Il les supprima tous, sa résolution se renforçant. Mais il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que le temps pressait. Chaque heure, elle s'inquiétait que Sergio, cette menace sans visage tapie dans les souvenirs des filles, se rapproche, ou que Laura Gracia, où qu'elle soit, s'éloigne de plus en plus de sa portée. Il s'assit à côté de Lucia, d'un ton doux. « Lucia, tu peux m'aider ? Je veux essayer de retrouver ta mère. Tu connais son nom complet ?» Lucia hésita, se tordant les doigts. « Laura Gracia » murmura-t-il. « Tu as une photo d'elle ou quelque chose qui pourrait t'aider ?» Lucia hocha la tête et sortit une photo délavée de son sac à dos. Une photo de classe d'elle, Sofia et Laura Gracia ensemble. Javier prit la photo et lui adressa un sourire rassurant. « Merci. Ça va beaucoup m'aider. » Il prit une photo rapide avec son téléphone, puis serra doucement l'épaule de Lucia. Instinctivement, Javier appela une amie de confiance, Elena Reyes, une policière qui l'avait autrefois aidé à gérer une menace pour la sécurité de son entreprise. La voix d'Elena était forte mais chaleureuse, et elle l'écouta tandis qu'il lui expliquait la situation d'une voix hésitante. « Tu sais que c'est compliqué, Javier, dit-elle.
Mais si ces filles sont vraiment en danger, tu as bien fait. Il ressentit un soulagement. Tu peux m'aider à retrouver sa mère? J'ai besoin de quelqu'un qui sache comment faire, n'est-ce pas? Elena promit de passer des appels. Envoie-moi tout ce que tu as par SMS, nom, détails, même une photo si tu en as une. Quelques heures plus tard, Elena rappela d'un ton tendu. Je l'ai trouvée. Laura Gracia. Elle a été admise à l'hôpital universitaire Virgen del Roscio il y a 4 jours sous le nom de Jane Grey. Délit de fuite, blessure grave, mais elle est vivante. Personne ne l'a réclamée. Elle n'avait pas de papier d'identité quand on l'a amenée. Le monde sembla basculer. Javier remercia Elena et, sans hésiter, fit monter les filles dans sa voiture. Il essaya d'en faire une aventure. On va voir quelqu'un de spécial, leur dit-il. Mais l'anxiété de Lucia transparaissait dans son silence. Sofia serrait son médaillon, les doigts blancs d'inquiétude. L'hôpital était un autre univers. Des néons bourdonnaient, des voix résonnaient dans les couloirs qui sentaient le désinfectant et la perte. La réceptionniste leva à peine les yeux pendant que Javier expliquait, mais Elena les accueillit à l'ascenseur et les guida à travers le contrôle de sécurité d'un hochement de tête. La chambre de Laura Gracia était petite et sans soleil, emplie du vrombissement des machines et de l'odeur stérile de la survie. Elle paraissait fragile, meurtrie, les cheveux emmêlés dans l'oreiller. Un instant, Lucia resta en arrière, effrayée, puis elle se libéra et courut vers le lit de sa mère, des larmes coulant enfin sur ses joues. « Mamie » murmura Lucia, la voix brisée par l'espoir et la peur. Laura Gracia remua, ses paupières papillonnant tandis que son regard se posait sur ses filles. Ses lèvres tremblèrent dans l'ombre d'un sourire. Sa main chercha faiblement celle de Lucia, et ce contact, aussi fragile fut-il, ouvrit quelque chose dans la pièce. Sofia grimpa dans le lit, se blottit contre Laura Gracia, et Laura Gracia, incapable de parler, se contenta de serrer leurs mains de toutes ses forces. Javier observait depuis l'embrasure de la porte, se sentant envahi et impuissant. Le gouffre entre son monde et le leur était béant, un gouffre de privilèges et de souffrances. Il se souvenait s'être plaint à son ex-femme des vols retardés et du mauvais café, s'apitoyant sur son sort face à une perte trimestrielle. Mais ici, dans cette pièce, ses plaintes semblaient obscènes. Le regard de Laura Gracia se porta sur Javier. « Merci » murmura-t-elle silencieusement, les yeux humides de gratitude et d'épuisement. Il se pencha plus près, incertain. « Je te promets de les garder en sécurité. Jusqu'à ce que tu ailles mieux, jusqu'à ce que tu puisses les ramener à la maison. » Laura Gracia resserra son étreinte sur ses filles, les yeux remplis de larmes, mais elle hocha la tête, lui confiant l'essentiel. Après cela, Javier s'avança dans le couloir, permettant aux filles de passer du temps avec leur mère. Elena le rejoignit, son uniforme de police formant un bouclier subtil contre le monde. « Vous avez l'air crevé » dit-elle avec un demi-sourire. Il rit d'un rire amer et fatigué. « C'est ce que je ressens. Je n'avais jamais réalisé tout ce que j'avais avant de voir le peu qu'il en restait à certaines personnes. » Le visage d'Elena s'adoucit. « Vous en faites plus que la plupart. Ces affaires se terminent généralement avec les enfants dans le système. Ce n'est pas ce que personne ne souhaite. » Javier s'appuya contre le mur, ressentant la culpabilité et la responsabilité comme une douleur physique. « Je ne peux pas laisser ça arriver. Pas pour elle. » Il passa l'après-midi à jongler entre les appels téléphoniques, les demandes d'indemnisation pour Laura Gracia, les nouvelles d'Elena et les demandes de renseignements de son équipe qu'il ignorait. Chaque minute était un tourbillon de questions pratiques, mais au-delà de tout cela, la réalité planait. Laura Gracia pourrait ne pas se remettre complètement. Les filles pourraient ne jamais être vraiment en sécurité. Mais pour la première fois, Javier se sentait utile, non pas pour son argent ou son sens des affaires, mais pour quelque chose de concret. Il était là, dans ce désordre, et c'était ça qui comptait. Cet après-midi-là, tandis que Lucia et Sofia se blottissaient contre leur mère, Javier était assis près de la fenêtre, regardant le monde s'assombrir. Il n'avait pas de réponse, mais il avait une promesse et un but.
C'était suffisant pour le motiver. Lorsque Laura Gracia s'endormit, les filles sortirent sur la pointe des pieds pour retrouver Ravière. Lucia hésita, puis s'adossa à lui, silencieuse. Sofia se blottit sur ses genoux et Ravière les serra dans ses bras. Dehors, les lumières de Séville vacillaient, indifférentes. Mais à l'intérieur, un nouveau lien se formait fragile, inattendu et absolument indestructible. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Ravière réalisa qu'il était exactement là où il devait être. La tempête qui approchait de l'Atlantique cette nuit-là n'était rien comparée à celle qui se préparait dans la poitrine de Ravière. Il remarqua à peine le vent fouettant la pluie contre les fenêtres de l'hôpital universitaire Virgen del Roscio, trop concentré sur la douleur sourde dans ses tempes et la certitude grandissante que son ancienne vie lui échappait. Même son téléphone personnel, une ligne d'assistance téléphonique pour les transactions à haut risque, restait silencieux et oublié sur la table d'attente. La respiration de Laura Gracia s'était calmée, mais l'avertissement d'Elena résonnait à ses oreilles. Sergio est toujours en liberté, Ravière. Il a un casier judiciaire et il est désespéré. La sécurité de l'hôpital était une formalité. Des infirmières munies de boutons d'alarme et des aides-soignants surveillaient les couloirs, mais Ravière ne pouvait s'empêcher de voir un homme vengeur tapi hors de vue, prêt à lui arracher la fragile sécurité qu'ils avaient trouvée. Au matin, Laura Gracia était assez forte pour parler. Sa voix était dure comme du papier, mais ses mots étaient pleins de courage. Ne le laissez pas approcher de mes filles, s'il vous plaît. Je ferai tout ce qu'il faudra. J'ai juste besoin de temps, promit Ravière. Et quelque chose se produisit entre eux. Un lien forgé non par l'amour ou l'obligation, mais par la simple survie. Cet après-midi-là, une autre menace arriva, un SMS d'un numéro jetable promettant « Tu ne peux pas les cacher éternellement ». Ravière prit sa décision. Il appela son chauffeur et lui demanda d'emballer les affaires des filles. Plus besoin d'attendre. Plus besoin d'espérer que la loi puisse suivre le rythme de la peur. Il signa une pile de documents médicaux d'une main tremblante, puis conduisit Laura Gracia et les filles jusqu'à son SUV, les emmenant hors de Séville tandis que la pluie rendait les routes glissantes et fantomatiques. Ils arrivèrent tard dans leur refuge côtier, une spacieuse maison de Rota, Cadix, aux tuiles patinées par le temps et au large porche face à la mer. Autrefois lieu de fête d'investisseurs et de gala du Nouvel An, elle ressemblait désormais à un sanctuaire. Le vent faisait trembler les fenêtres, le sel restait dans l'air, mais à l'intérieur, il faisait calme et chaud. Ravière s'immergea dans le rythme des soins, troquant les appels professionnels contre des tâches qu'il n'avait jamais effectuées auparavant. Il se réveilla avant l'aube pour préparer des crêpes, brûlant la moitié de la fournée mais s'attirant les sourires endormis de Sofia et Lucia. Il chercha en ligne les contes pour enfants préférés de Laura Gracia, feuilletant les pages des anciennes éditions jusqu'à trouver celui dont elle se souvenait de son enfance. Puis il paya un coursier pour le faire livrer de Madrid pendant la nuit. Pendant la journée, Laura Gracia, calée par des oreillers sur la véranda ensoleillée, commença à guérir comme seul le temps et la lumière du soleil le permettaient. Elle reprit des couleurs, son rire était hésitant mais plus fréquent. Elle apprit à Ravière l'art de tresser les cheveux et de trouver des chaussettes assorties. Sofia, toujours timide mais moins effrayée, laissa Ravière la border le soir, serrant sa barrette usée comme un petit talisman de confiance. Un matin, elle lui enfonça l'épingle dans la paume et murmura « Pour toi, pour que tu te souviennes de nous ». Ravière faillit pleurer, accablée par le poids d'un geste aussi simple et sacré. Mais tout le monde ne comprit pas. Son conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence, furieux d'avoir manqué une présentation de plusieurs millions de dollars. Son plus vieil ami l'accusa d'avoir tout gâché. « Ce ne sont pas tes enfants, dit-elle, la voix serrée par l'incrédulité. Tu risques toute ton entreprise pour des gens que tu connais à peine. » Mais Ravière secoua la tête. « C'est ma famille maintenant. C'est tout ce que je sais. » Certains soirs, il arpentait la véranda bien après que tout le monde soit endormi, regardant l'océan s'agiter au clair de lune, repensant à tous les sacrifices accumulés, aux contrats abandonnés, à la carrière qu'il avait forgée à force de sueur et d'obstination. Il pensa au père qu'il avait perdu jeune, un homme qui avait choisi de tout abandonner pour une promesse qu'il ne pouvait pas tenir.
Ravière se demanda si, pour une fois, le sacrifice pourrait mener à quelque chose de mieux. La tempête extérieure reflétait celle intérieure. Bruyante, chaotique, dangereuse, mais nécessaire pour apaiser les tensions. Il commença à voir les filles comme plus qu'une crise à résoudre. Il regarda Lucia rire devant un dessin animé, son rire déliant peu à peu l'inquiétude qui s'était emparée de son front. Il vit Sofia sourire en construisant un château de sable dans le bac à sable du jardin, Laura Gracia l'aidant à creuser un trou. Il y eut des contretemps. Les terreurs nocturnes de Sofia. Les douleurs lancinantes de Laura Gracia. Des moments où les mains de Ravière tremblaient d'épuisement. Mais il y eut aussi des progrès. La maison, autrefois un joyau vide, vibrait maintenant du chaos ordinaire d'une famille. Un après-midi, alors que le tonnerre grondait sur l'océan, Laura Gracia eut une frayeur. Sa respiration devint saccadée, la douleur irradiant dans son bras. Ravière appela le médecin, annulant un voyage prévu de longue date à Barcelone, et resta à ses côtés toute la nuit, sous la pluie battante. Le lendemain matin, Laura Gracia lui serra la main, les yeux humides. « Merci de nous avoir choisis. » Ravière hocha simplement la tête, craignant que sa voix ne se brise s'il essayait de parler. Le monde de Ravière se rétrécit au son de petits pas sur le parquet, à l'odeur des biscuits frais, à la sensation des petits bras de Sofia qui le serraient fort. Il réalisa que le plus grand risque qu'il avait pris n'avait pas été dans la salle de réunion, mais en laissant ses filles compter plus que tout. Les jours se succédèrent. Lucia demanda à apprendre à faire du vélo, et Ravière passa un après-midi à la tenir dans ses bras dans l'allée, Laura Gracia l'encourageant depuis le porche. Sofia peignait des coquillages avec Laura Gracia, leur rire surpassant le rugissement des vagues. Parfois, Ravière surprenait Laura Gracia en le regardant avec une douceur qui les surprenait tous les deux, un regard qui ne trahissait pas la dépendance, mais une gratitude silencieuse. Un respect durement gagné. Assis sur la véranda, Ravière contemplait la famille qu'il s'était battue pour protéger, enveloppée dans la lueur dorée du coucher de soleil. Il savait qu'il avait renoncé à quelque chose d'immense. Mais ce qu'il avait gagné a un but dans la vie, les fragiles prémices d'un amour lui semblaient plus réelles que tout ce qu'il avait jamais acheté ou construit. La tempête s'apaisait et, pour la première fois, Ravière accueillit avec joie le désordre qu'elle laissait derrière elle. Il se réveilla sous le soleil qui se répandait sur le large plancher, inondant la maison d'une chaleur qui ressemblait presque à un pardon. C'était samedi. Il ne comptait plus le nombre de jours écoulés depuis leur arrivée à la maison de plage, mais le rythme lui était déjà familier. L'agitation de Séville avait été remplacée par le doux grondement de l'océan au dehors et les cris lointains et joyeux de deux petites filles se poursuivant dans le couloir, riant de quelque chose que seules des sœurs pouvaient comprendre. Il refit des crêpes, cette fois sans en brûler une seule, et versa du jus d'orange dans des tasses dépareillées. Sofia fit irruption dans la cuisine, vêtue d'un vieux t-shirt de Laura Gracia comme une robe, les cheveux en bataille et le visage déjà collant de sirop. Lucia, plus réservée, se laissa glisser silencieusement sur sa chaise. Mais Ravière remarqua que son regard s'était adouci. Elle ne broncha plus lorsqu'il s'assit à côté d'elle, ni lorsque sa main effleura son épaule. La confiance, comprit-il, était une lente marée qui arrivait par vagues douces. Après le petit déjeuner, Ravière se surprit à ramasser des crayons de couleur sous la table, à trébucher sur de minuscules pantoufles et à rire de la tentative de Sofia de faire des tartes à la boue dans le jardin. La maison, autrefois stérile et résonnante, était plongée dans le chaos. Des dessins d'enfants scotchés à chaque placard, des chaussettes égarées dans le salon, l'odeur subtile mais inimitable des cookies aux pépites de chocolat refroidissant dans la cuisine. Le désordre ne le dérangeait pas. Au contraire, il y tenait. Lucia se tenait près de la cuisinière, jouant avec un vieux médaillon qu'elle portait toujours autour du cou. Ravière s'agenouilla à sa hauteur. « Tu sais, quand j'étais enfant, j'avais une pierre porte-bonheur que je gardais dans ma poche. Je pensais qu'elle me protégerait des mauvais rêves. » Il sourit. Ça ne marchait pas toujours, mais ça me faisait me sentir moins seul. Lucia ne dit rien, mais plus tard dans l'après-midi, au coucher du soleil, elle lui glissa le médaillon dans la main. « Mon père me l'a donné avant de partir, murmura-t-elle.
J'ai toujours pensé que si je le protégeais, il reviendrait. Elle détourna le regard, les larmes aux yeux. Mais tu nous as protégés. Je veux que tu le gardes. Bien que le métal fût chaud contre sa peau et que le poids de ce geste fit presque monter les larmes aux yeux de Javier, Laura Gracia, reprenant peu à peu des forces, observait cet échange silencieux avec une douceur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Au crépuscule, elle s'asseyait à côté de Javier sur la véranda tandis que Sofia et Lucia ramassaient des coquillages sur la plage. Elle parlait doucement, non pas du passé ni de leurs blessures, mais de choses insignifiantes, recettes, livres, projets de repeindre la nouvelle chambre des filles. Laura Gracia riait davantage, timidement mais sincèrement, et Javier se surprit à regretter ces moments, cette paix facile. La transformation de la maison était à la fois physique et spirituelle. Les murs, autrefois ornés d'œuvres abstraites, arboraient désormais des arcs-en-ciel au crayon et des familles en bâtonnets intitulées Mama, Me, Sofia et, à la surprise de Javier, Papa. Le carrelage froid était recouvert de couvertures et de peluches, et la faible mélodie des chansons préférées de Sofia flottait depuis le salon. L'obscurité qui les avait tous envahis se dissipait. Les nuits étaient encore difficiles. Sofia se réveillait parfois en sanglots, hantée par de vieux cauchemars, et Lucia se glissait dans son lit, lui chuchotant des histoires jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Javier écoutait souvent depuis le couloir, le cœur brisé par la façon dont ses filles avaient dû grandir prématurément. Mais chaque fois qu'il prenait de leurs nouvelles, le regard de Lucia croisait le sien et elle hochait la tête, signe silencieux qu'elle n'était plus seule. La pâtisserie devint leur rituel familial. Un après-midi orageux, la cuisine s'emplit de rire et d'un parfum de vanille tandis qu'elles travaillaient ensemble. Laura Gracia lisait la recette, Sofia saupoudrait de farine partout, Lucia mesurait soigneusement le sucre. Javier tâtonnait avec le robot, s'attirant les acclamations des filles chaque fois qu'il parvenait à ne rien renverser. Les biscuits étaient inégaux et légèrement brûlés, mais tout le monde s'accordait à dire qu'ils étaient les meilleurs du monde. À mesure que Laura Gracia guérissait, sa gratitude envers Javier se transforma en quelque chose de plus profond, un respect mutuel, une affection grandissante qu'aucune d'elles ne pouvait nommer mais qu'elles reconnaissaient toutes deux dans ces petits moments de silence. Un regard prolongé, une douce poignée de main, la façon dont leurs voix s'adoucissaient l'une autour de l'autre. Lucia et Sofia le remarquèrent aussi, riant et chuchotant lorsqu'elles pensaient que les adultes ne les entendaient pas. Un après-midi, alors que le crépuscule teintait le ciel d'or et de lavande, la famille se réunit dans le salon. Sofia tournoyait sur elle-même au rythme d'un vieux disque de jazz. Lucia dessinait dans son nouveau carnet, et Laura Gracia s'appuya contre Javier sur le canapé. « Je n'aurais jamais cru qu'on aurait à nouveau ça, dit-elle doucement. La paix, un foyer. » Javier l'entoura de son bras. « Moi non plus. » Plus tard dans la soirée, une fois les filles couchées, Sofia serrant contre elle un nouvel ours en peluche que Javier lui avait gagné à une fête foraine, le médaillon de Lucia en sécurité dans la table de nuit de Javier, Laura Gracia et Javier étaient assis sur la véranda. Ils n'avaient pas besoin de parler. Le silence entre eux était empli de tout ce qui comptait. Laura Gracia leva les yeux vers lui, les yeux brillants au clair de lune. « Merci, dit-elle d'une voix tremblante. Non seulement de nous avoir sauvés, mais aussi de nous avoir permis de te sauver. » Javier ne put qu'acquiescer, submergé par la joie silencieuse qui emplissait l'air. La maison n'était plus seulement un lieu de vie. C'était un lieu d'appartenance. Et tandis que les vagues murmuraient dehors, il réalisa que l'amour surgit parfois lorsque le monde semble le plus sombre, le plus doux, le plus insistant et le plus radieux. Les journées à la maison de plage étaient devenues longues et dorées. Mais à mesure que l'automne s'installait, un froid glacial s'installa que Javier ne pouvait ignorer. Il se manifestait dans les soudaines lueurs de peur dans les yeux de Laura Gracia lorsque le téléphone sonnait tard le soir, dans la façon dont Lucia vérifiait les serrures avant de se coucher, dans la façon dont Sofia se serrait un peu plus fort au bras de Javier pendant les orages. Malgré les rires dans la cuisine et les nouvelles routines bâties autour de la chaleur et de l'amour, l'ombre de Sergio n'était jamais bien loin. Javier remarqua pour la première fois la voiture, une berline grise cabossée immatriculée dans une autre province, passant lentement devant la maison un après-midi alors qu'il ratissait les feuilles avec Lucia.
Le moteur tourna au ralenti sur le trottoir un instant de trop. Javier se tenait devant Lucia, protecteur, observant la scène jusqu'à ce que la voiture s'éloigne enfin. Il ne dit rien, mais cette nuit-là, il vérifia l'alarme à 3 reprises, la mâchoire serrée par une tension qu'il n'avait pas ressentie depuis les débuts de son entreprise, quand tout ce qui lui était cher semblait à portée d'une erreur. Laura Gracia tenta de le rassurer, c'est peut-être juste un touriste perdu, Javier. Les gens sont tout le temps désorientés près de la plage. Mais même elle consultait son téléphone plus souvent, son pouce planant sur les contacts d'urgence. Il ne s'agissait pas seulement de la voiture. Il y avait des appels manqués à des heures indues. Une enveloppe sans adresse de retour dans la boîte aux lettres, ne contenant qu'un seul mot écrit au marqueur noir, bientôt. Le message était sans équivoque, et il rendait la voix de Laura Gracia tendue et faible chaque fois qu'elle essayait de réconforter les filles. Des orages s'abattaient de l'océan, inondant la maison de trompes d'eau et transformant le monde extérieur en un gris flou et changeant. Ce son était apaisant pour Sofia, qui collait son nez à la fenêtre et regardait les éclairs traverser l'horizon. Mais Javier n'arrivait pas à se détendre. Il se mit à arpenter les couloirs la nuit, incapable de se défaire du sentiment que le danger les guettait. Un après-midi, alors que Laura Gracia préparait le thé dans la cuisine et que les filles regardaient un film, la maison tomba dans le noir. Le courant fut coupé dans un silence soudain et absolu qui fit battre le cœur de Javier. « Restez ici », dit-il aux filles en attrapant une lampe torche et en se dirigeant vers le tableau électrique. Laura Gracia les suivit, lampe torche à la main, le visage pâle et déterminé. Les lumières se rallumèrent au bout d'une minute, mais quelque chose clochait. Une fenêtre de la chambre d'amis était ouverte comme jamais auparavant. Des traces de pas boueux sillonnaient le porche arrière. Les mains de Laura Gracia tremblaient en fermant la fenêtre. « C'est lui », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je sais que c'est lui. » Dès que la lumière vacilla et que Javier aperçut des traces de pas boueuses près de la porte de derrière, il attrapa son téléphone et, les mains tremblantes, envoya un SMS à Elena. Cette fois, il incluait son adresse, puis remit le téléphone dans sa poche, s'efforçant de garder son calme tout en se déplaçant pour protéger Laura Gracia et les filles. Cette nuit-là, Laura Gracia aborda les filles dans leur chambre, et Javier s'assit près de la porte, une lourde lanterne métallique serrée au poing. La pluie martelait la maison. Chaque craquement de bois, chaque bruissement de branches dans le vent résonnait comme des pas. Javier sentit la vieille terreur familière s'installer en lui. La même sensation qu'il ressentait juste avant qu'une affaire ne tourne mal, quand tout dépendait d'un moment incontrôlable. Juste après minuit, la sonnette retentit. 3 coups secs, forts et insistants. Lucia se recroquevilla derrière Laura Gracia, et Sofia gémit, toute tendue et menue. Le cœur de Laura Gracia battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Javier redressa les épaules, s'avança vers la porte et demanda « Qui est-ce » Une voix masculine douce et moqueuse résonna dans l'orage. « Tu sais qui c'est. Tu ne peux pas les tenir éloignés de moi indéfiniment. » Javier serra la lampe torche plus fort. Tu n'es pas le bienvenu ici. La police arrive. Sergio rit. Un rire bas et sans humour qui perça la pluie. Ce n'est pas fini. Ils sont à moi, et tu le sais au fond de toi. Lucia s'accrocha à Sofia, le visage blanc comme un os. Laura Gracia serra les 2 filles dans ses bras, murmurant sans cesse, « Tout va bien. Vous êtes en sécurité. Je vous tiens. » Mais elle tremblait. La silhouette de Sergio se déplaça derrière le verre dépoli. Puis les coups commencèrent, poing contre bois, faisant vibrer la poignée de porte fermée. Javier resta sur place, l'adrénaline au rendez-vous, mais la peur le tenaillait. Il avait tout risqué pour construire cette nouvelle vie, et maintenant, elle menaçait de voler en éclats. Laura Gracia faillit s'effondrer, ses genoux cédant tandis que le souvenir de la violence de Sergio lui revenait. Lucia cacha son visage sur les genoux de Laura Gracia, mais Sofia laissa échapper un petit cri étranglé. Javier, essoufflé, croisa le regard terrifié de Laura Gracia et murmura « Il n'entrera pas promis ». Soudain, des lumières bleues jaillirent sous la pluie.
Le hurlement d'une sirène s'amplifia tandis que la voiture de patrouille d'Elena s'arrêtait brutalement sur le trottoir. Police! Éloignez-vous de la maison. La voix d'Elena résonna dans le vent. Sergio tenta de s'enfuir, mais Elena et son partenaire le plaquèrent dans la cour, le plaquant face contre terre dans la boue tandis que des éclairs illuminaient le ciel. L'instant était à la fois violent et étrangement beau. La justice tombait au bout d'un orage. Javier laissa échapper un souffle tremblant, ouvrant la porte tandis qu'Elena emmenait Sergio menotté. Laura Gracia fondit en larmes, son corps tremblant sous les contre-coups de la peur et du soulagement. Lucia et Sofia s'accrochaient à Javier en sanglotant. Il les serra dans ses bras, le cœur battant la chamade, promettant encore et encore, c'est fini. Tu es en sécurité. Je ne le laisserai plus jamais te faire de mal. À l'intérieur, la maison semblait à la fois meurtrie et sacrée, un lieu qui avait résisté à un siège et survécu. À l'aube, l'orage s'estompa en une pluie fine, et la petite famille se serra dans le salon, l'épuisement et l'espoir se mêlant dans l'air. Pour Javier, tout avait changé. Il avait risqué sa carrière, sa fortune, sa vie soigneusement maîtrisée. Mais en regardant Laura Gracia dormir sur le canapé, les filles blotties de chaque côté de lui, il réalisa que la seule chose qui comptait vraiment était là, vivant, en sécurité, ensemble. Et pour la première fois depuis la nuit la plus froide de sa vie, Javier n'avait plus peur du noir. Les jours qui suivirent l'arrestation de Sergio furent à la fois surréalistes et profondément réels, comme si la famille sortait d'un cauchemar et entrait dans un monde où la guérison était possible. Mais seulement si elle continuait à se battre. La maison de plage, autrefois refuge contre la tempête, était devenue un havre de paix administratif et de préparation. Javier dormait à peine. Chaque nuit, assis à la table de la cuisine, ordinateur portable ouvert, il fouillait dans ses vieux SMS, ses dossiers médicaux et tout ce qui pouvait contribuer à monter le dossier. Son téléphone vibrait sans cesse, inondé d'appels d'Elena, de son avocate et des avocats de Laura Gracia. Il y avait des formulaires à remplir, des dépositions à faire, des preuves à cataloguer. Chaque détail comptait. Chaque souvenir devait être raconté et relaté jusqu'à ce que l'histoire soit parfaite. Laura Gracia luttait contre l'anxiété, les nerfs à vif après des années de lutte contre les ombres. Au début, la vue des uniformes de police la faisait frémir, mais la présence constante d'Elena la calmait. Elena lui rendait souvent visite, aidant Laura Gracia à comprendre la procédure et, surtout, assurant les filles que Sergio ne leur ferait plus jamais de mal. Lucia faisait des cauchemars et se réveillait dans le noir en poussant un cri étouffé. Ces nuits-là, Javier s'asseyait près de son lit, lui racontait des histoires apaisantes ou lui tenait simplement la main jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Sofia, autrefois la plus timide du groupe, s'enhardit. Elle insista pour aider Laura Gracia à préparer le petit déjeuner et décora même la cuisine de cœur en papier cartonné. La date du procès arriva rapidement. Le matin de l'audience, Laura Gracia arpentait le salon dans sa plus belle robe, les mains en tordant nerveusement l'ourlet. Lucia s'accrocha au bras de Javier en entrant dans le palais de justice. Sofia serra si fort la main de Laura Gracia que ses jointures en devinrent blanches. Elena les accueillit dans l'escalier, son uniforme de police impeccable, le regard féroce et déterminé. « Ça y est, dit-elle doucement. Vous n'êtes pas seul. » Dans la salle d'audience, tout semblait trop grand point au plafond, bois poli, l'écho des pas qui rappelait à Javier son ancienne vie d'entreprise. Mais cette fois, il était là pour quelque chose d'important. Son avocat s'exprima avec clarté et force, exposant les preuves. Les antécédents de violence de Sergio, les lettres de menaces, le dossier médical de Laura Gracia, et même le rapport de police d'Elena datant de la nuit de la tempête. Javier fit sa propre déposition, d'une voix assurée, décrivant comment la famille avait vécu dans la peur et comment il avait vu ses enfants, autrefois si fragiles, retrouver le rire. La juge, une femme sévère au regard bienveillant, écouta attentivement. Sergio était assis, menotté, impassible, mais les arguments de son avocat ne pesaient rien face aux preuves accablantes. Lorsque Laura Gracia prit la parole, sa voix était faible mais forte. « Mes filles méritent la paix. Elles méritent de se sentir en sécurité.
nous ne sommes plus en fuite. Elena décrivit la nuit où elle avait arrêté Sergio, d'une voix inébranlable, racontant le danger et ses tentatives d'effraction. Le procureur détailla le long historique de menaces et de condamnations de Sergio. Après une pause tendue, la juge rendit son verdict. Sergio fut reconnu coupable de multiples chefs d'accusation, mise en danger d'enfants, tentative d'enlèvement, agression et obstruction à la justice. Elle prononça une lourde peine de prison, précisant clairement qu'il n'y aurait ni libération conditionnelle, ni contact avec Laura Gracia ni avec les filles, ni aucune échappatoire pour lui permettre de s'évader. Laura Gracia laissa échapper un sanglot. Un soulagement si intense qu'il en fut presque douloureux. Lorsque le marteau tomba, Javier ressentit une vague d'épuisement. Soulagement et gratitude se mêlèrent. Elle serra la main de Laura Gracia sous la table, et Lucia tendit la main vers Sofia, les deux filles tremblant de joie silencieuse. Elena sourit, les larmes aux yeux, et même la juge parut émue en regardant la petite famille rassembler ses affaires. La bataille juridique terminée, il était temps de construire quelque chose de nouveau. Javier et Laura Gracia ont utilisé l'accord obtenu à l'amiable, combiné aux ressources personnelles de Javier, pour trouver un logement permanent. Non loin de la plage, les filles ont choisi la peinture de leur chambre, lavande et bleu sarcelle, avec des étoiles phosphorescentes au plafond. Laura Gracia a aménagé un petit espace de travail dans le coin le plus ensoleillé, son premier vrai bureau depuis des années. Javier a troqué son Penthouse contre une maison plus petite et plus confortable dans le même pâté de maison, toujours à proximité, mais soucieuse de laisser à Laura Gracia et aux filles l'espace nécessaire pour s'épanouir. La maison s'est remplie de musique et de mouvement. Laura Gracia, enfin libérée de la peur, a invité ses voisins à prendre un café. Lucia s'est fait des amis dans sa nouvelle école et a même organisé sa première soirée pyjama. Sofia s'est épanouie, s'amusant avec les enfants du quartier. Ses rires étaient une bande-son constante. Elena lui rendait souvent visite, non plus seulement en tant que policière, mais en tant qu'amie de la famille, amenant son chien et des anecdotes de ses heures de travail. Le monde de Javier a changé. Elle a repris le travail à sa façon, créant une fondation pour les familles vulnérables et œuvrant pour la sécurité des enfants. Lors de la cérémonie de lancement, Laura Gracia était à ses côtés, timide mais fière, et a parlé avec une force tranquille d'espoir et de seconde chance. La salle était remplie de survivants, de familles, de policiers et de responsables locaux. Des gens qui comprenaient qu'il faut une communauté pour protéger les plus vulnérables. Ce soir-là, la famille organisa un barbecue dans le jardin. Elena apporta sa célèbre salade russe, et les nouveaux amis de Laura Gracia résonnèrent de rire. Lucia présenta sa nouvelle amie, Carla, et Sofia montra sa collection de coquillages peints. Au coucher du soleil, Javier regarda Laura Gracia rire avec ses collègues et Elena lancer un ballon de foot avec les filles, un joyeux murmure résonnant dans l'air. En parcourant le jardin illuminé, Javier réalisa qu'ils étaient devenus une vraie famille au pas parfaite, mais résiliente et unie. La maison était pleine d'appartenance, et les ombres qui les avaient autrefois hantés s'étaient enfin dissipées. Pour la première fois, Javier crut qu'il pouvait rester à l'abri, non seulement de Sergio, mais aussi de la solitude et de la peur qui avaient trop longtemps régné sur leur vie. La lumière matinale se déversait dans la nouvelle maison, chaude et douce, colorant les murs de la cuisine d'or. L'air était imprégné du parfum des muffins que Laura Gracia avait préparés. Son cadeau spécial pour les filles descendues avant l'aube, leur rire, une douce musique ordinaire qui appartenait désormais à ce foyer. Les terreurs du passé semblaient lointaines en cette nouvelle saison. Les blessures n'avaient pas disparu, mais elles s'étaient adoucies, se transformant en histoires que la famille pouvait garder ensemble, et non pas simplement survivre séparément. C'était un jour d'école, mais Lucia et Sofia s'attardaient à table, les joues collantes de glaçage, leur boîte à lunch posée sur le côté. Laura Gracia brossait les cheveux de Sofia en fredonnant une vieille chanson, tandis que Javier lisait le journal avec son café, souriant à leur bavardage. La cuisine semblait habitée maintenant. Des dessins d'enfants scotchés au réfrigérateur. L'ordinateur portable de Laura Gracia ouvert, rempli de mets de son nouveau travail. Elle avait été embauchée comme intervenante communautaire dans des refuges pour femmes,
une tâche qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir le courage de faire. Sa confiance transparaissait, et Javier ne pouvait s'empêcher d'admirer sa façon de naviguer dans le monde, ses cicatrices devenant sa force. Après le petit déjeuner, Javier raccompagna les filles jusqu'au bout du pâté de maison, main dans la main. Lucia avait une amie qui l'attendait au coin de la rue. Une fille avec des lunettes roses vives et un sourire édenté. Sofia courut devant pour rejoindre un groupe d'enfants qui attendaient le bus. Javier resta à les regarder partir, le cœur gonflé de fierté et d'une tendresse protectrice qu'il avait du mal à nommer. De retour à la maison, Laura Gracia se tenait près de la fenêtre et l'observait avec lui. « Ils vont vraiment bien, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix douce, teintée d'émerveillement. Javier hocha la tête. « Ils vont plus que bien. Ils s'épanouissent. » Les jours passaient paisiblement. École, travail, après-midi sur la véranda, Laura Gracia aidant Lucia à faire ses devoirs tandis que Sofia et Javier construisaient des châteaux de sable élaborés dans le jardin. Parfois, Javier s'asseyait à son nouveau bureau non plus une tour de verre, mais une pièce baignée de soleil avec des piles de livres et des châteaux Lego à moitié construits sur les étagères et s'émerveillait du changement de vie. Les ambitions qui l'animaient autrefois semblaient plus calmes, comme une musique de fond. Il avait appris à construire quelque chose de durable, non pas une entreprise ou une réputation, mais une famille. Le travail de plaidoyer de Laura Gracia prospéra. Il aidait les femmes à trouver un emploi, mettait les familles en contact avec des refuges et créait un groupe de soutien hebdomadaire au centre civique local. La gratitude dans le regard de ses clients lui rappelait le chemin parcouru. Ils partageaient leurs histoires chez lui, jamais dans les détails, mais toujours avec espoir. Et Javier les écoutait, fier, parfois ému aux larmes. Ensemble, ils organisèrent des collectes de fonds, et la fondation de Javier grandit tranquillement, soutenant les enfants qui avaient besoin d'une voix et les parents qui avaient besoin d'une chance. Un samedi, la famille prit la voiture et se rendit à la plage. C'était une journée ensoleillée et venteuse, de celles qui rappellent l'été, même à la fin de l'automne. Lucia et Sofia couraient devant, poussant des cris aigus en poursuivant les vagues. Javier et Laura Gracia marchaient lentement derrière, leurs bras se frôlant, leurs ombres s'entrelaçant sur le sable. À la limite de la marée, Sofia se pencha et ramassa une petite pierre parfaite, lisse, en forme de cœur. Elle la plaça dans la paume de Javier. « Tu dois la garder, » insista-t-elle. « Pour te porter chance. » Javier referma les doigts sur la pierre, sentant la douleur du deuil remplacée par une profonde et silencieuse gratitude. Il rangea la pierre dans sa poche, souvenir intime de tout ce qu'il avait trouvé alors qu'il avait failli tout perdre. Ils construisirent ensemble un château de sable, des tourelles, des douves, un drapeau en bois flotté. Lucia décora les murs de coquillages, et Sofia plaça son galet violet préféré à l'entrée. Laura Gracia a pris une photo, le rire brillant dans ses yeux. Plus tard, alors que le ciel s'adoucissait vers le crépuscule, ils se sont assis ensemble au bord de l'eau, les vagues clapotant sur leurs pieds. De retour à la maison ce soir-là, après des douches chaudes et des sandwichs au fromage grillé, Javier mit les filles au lit. Lucia bâilla, à moitié endormie, et tendit la main vers lui. « Tu restes, » murmura-t-elle, la vulnérabilité dans sa voix aussi pure que la première nuit où il l'avait trouvée dans ce garage froid. « Je ne vais nulle part, » promit Javier en lui lissant les cheveux. La petite main de Sofia trouva la sienne et il la serra fort. Il resta près de la fenêtre tandis que les filles s'endormaient, sortant le vieux mot froissé de Lucia de son portefeuille. « Tu peux la prendre pour moi. » Les mots, autrefois chargés de peur, semblaient plus légers maintenant. Silencieusement, il déchira le mot en deux, laissant les morceaux tomber à la poubelle. Laura Gracia se tenait sur le seuil, l'observant, une douceur dans le regard. « Tu nous as donné de l'espoir alors que nous pensions n'en avoir plus, » murmura-t-elle. « Tu nous as donné une seconde chance. » Javier s'approcha d'elle et la serra contre lui. « Tu m'as sauvé, moi aussi. » En bas, Elena est passée avec son chien et une boîte de churros, et les nouveaux collègues de Laura Gracia sont arrivés pour une rapide réunion de planification. Des rires ont jailli de la cuisine. Sofia a sorti sa collection de coquillages peints et a montré à Elena les dernières nouveautés.
Lucia et ses amis jouaient à chat dans le jardin, leur voix se détachant sur le ciel du soir. À la tombée de la nuit, la maison rayonnait d'un doux bruit et d'un réconfort réconfortant. Un lieu bâti non pas sur la perfection, mais sur la persévérance, le pardon et le choix de recommencer. Dehors, le vent faisait résonner le carillon du porche, et Javier glissa la main dans sa poche, serrant la pierre de Sofia. La famille se rassembla sur le porche, enveloppée dans des couvertures, regardant les étoiles percer l'obscurité. Laura Gracia posa la tête sur l'épaule de Javier. Lucia se blottit contre elle, Sofia profondément endormie sur ses genoux. Pendant un long moment, personne ne parla. Le silence était total, mais la solitude n'était plus de mise. « Je suis heureuse que nous nous soyons retrouvés », dit enfin Laura Gracia. Javier regarda sa famille, la maison, la nuit, et pour la première fois de sa vie, il se sentit complètement et irrémédiablement chez lui. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que l'amour naît souvent dans les moments les plus inattendus, alors nous vous invitons à rester. Abonnez-vous à Récits Réparateurs pour découvrir d'autres histoires qui vous touchent, apaisent votre âme et vous rappellent que, même dans les jours les plus difficiles, demain est toujours un cadeau. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.